Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous traiterons deux sujets aujourd'hui. Déjà, nous reviendrons sur les performances 2023 de l'ISR. Comment analyser en tout cas ces performances lorsque l'on veut mettre un peu plus de ses propres valeurs dans ses investissements. Et nous parlerons également aussi de l'évolution du label ISR. Quel impact cela peut-il avoir pour un acteur comme Goodvest, puisque nous en parlerons avec Mathieu Silva Santos, directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux investissements dans le secteur hôtelier. Nous en parlerons avec Anna Cohen, gérante chez Extendam, mais aussi avec François-Xavier Legendre, associé gérant chez Dauphine Patrimoine, ce qui nous donnera l'occasion de regarder le marché de l'immobilier dans son ensemble, mais surtout la réaction du marché hôtelier dans ce marché de l'immobilier, marché hôtelier qui fait figure de résistance justement dans ce marché immobilier quand il arrive à se transformer. Nous en parlerons avec nos deux experts. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir Benjamin Mani, associé et directeur du développement de la financière d'Orion, pour parler justement, encore une fois, de l'évolution du label ISR. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Investir Responsable, donc le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Silva Santos. Bonjour Mathieu Silva Santos. Bonjour. Vous êtes directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest. Goodvest qui propose des produits d'assurance vie ou de plans épargne retraite avec un engagement, je crois, c'est d'être aligné sur les accords de Paris. Donc globalement, une sélectivité particulière des fonds dans lesquels ensuite on va investir. Deux questions quand on a fait ce choix radical. Déjà, quand on voit les performances de l'ISR en 2023, des performances qui n'étaient peut-être pas au rendez-vous de ce qu'on pouvait espérer post-crise Covid, où il y a eu effectivement un emballement un petit peu pour ces sujets. Et puis d'autres éléments extérieurs sont venus peut-être grignoter un petit peu la performance de cet investissement socialement responsable. Quand on regarde cette année, est-ce qu'on doit rassurer des potentiels clients? Est-ce qu'on doit élargir, diversifier son offre? Comment est-ce qu'on regarde ça chez Goodvest? Effectivement, une des raisons principales, on va dire, de la sous-performance de l'investissement responsable depuis 2022, parce qu'il faut le dire, c'était notamment l'environnement de taux. Bien sûr. Les taux d'intérêt qui ont fortement augmenté depuis l'invasion, le conflit en Ukraine, pour le coup, qui a affecté durablement les sociétés dites ESG, avec des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des valeurs de croissance, donc qui sont très sensibles finalement au mouvement qu'il peut y avoir sur les taux d'intérêt. Bien sûr. Et donc nécessairement, elles ont été affectées dans leur valorisation. L'autre type de valeur qui peut être sensible au taux d'intérêt sont les valeurs technologiques. Alors, pour le coup, le secteur technologique a été porté oui, bien sûr, 2023 par les 7 magnifiques. Il y a eu des pauses, mais généralement, ça reprenait. Donc, exactement. Donc, en 2023, on s'attendait effectivement à une reprise des marchés financiers après une année 2022 qui était cataclysmique pour le coup. Oui, bien sûr. Elle a eu lieu, cette reprise. Néanmoins, sur l'ISR, une sous-performance qui était essentiellement due toujours aux perspectives de baisse de taux qui s'éloignaient. Pour le coup, on s'attendait à des baisses de taux fin 2023. Elles n'ont pas eu lieu, compte tenu de la persistance de l'inflation. Et les banques centrales, que ce soit américaines ou européennes, n'ont pas voulu diminuer tout de suite leur taux d'intérêt. 2024, quelles sont les perspectives? J'ai envie de dire qu'elles sont bonnes, puisqu'on laisse entrevoir justement un assouplissement monétaire. Bien sûr, on ne sait pas quelle sera l'ampleur, mais globalement tout le monde l'attend. Ouais. Exactement, alors bien évidemment, il n'aura pas lieu probablement jeudi lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne. On s'attend plutôt à une baisse de taux d'intérêt courant du deuxième semestre. Et nécessairement, lorsque ces baisses de taux interviendront, ça soutiendra finalement la transition, en tout cas les valeurs liées à la transition écologique. Alors que justement, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de demandes du côté des clients pour des investissements de plus en plus en phase avec leurs valeurs, alors que ce soit des valeurs sociales, sociétales, environnementales ou également de gouvernance. Ça reste une classe d'actifs qui est majoritairement soumise à l'impact économique et l'impact de la hausse des taux pour ses performances. La demande qui est grossissante ne suffit pas potentiellement à donner plus d'éclat à la classe d'actifs. On reste sur de l'investissement financier, boursier.
le risque, à notre sens, le risque environnemental, le risque climatique aujourd'hui, qui est un risque financier, n'est pas valorisé finalement sur les marchés financiers. Il va tendre à le devenir, parce que l'économie est en train de changer naturellement. Donc il va falloir tenir compte à la fois de son impact sur le changement climatique et comment le changement climatique vient impacter son activité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on reste bien évidemment dépendant d'éléments exogènes, comme une crise sanitaire, des conflits géopolitiques, bien évidemment. On verra comment ça se passera dans 3, 4, 5, 10 ans. Est-ce que les évolutions réglementaires à l'œuvre, alors on va parler de l'évolution du label ISR dans un instant, mais je le mets de côté volontairement pour le moment, est-ce que les évolutions réglementaires, SFDR, CSRD ou autres, sont vues comme une opportunité pour potentiellement ouvrir le champ des investissements potentiellement demain et faire entrer d'autres types de valeurs plus performantes ou peut-être moins soumises à des variations de taux de banque centrale ? Totalement, ça va naturellement attirer finalement ce type d'investissement. Le gros sujet, c'est quand même le label ISR, SFDR, en cours de refonte à Bruxelles pour le coup. Mais nécessairement, les institutionnels s'intéressent de plus en plus à l'investissement responsable. Donc ça va soutenir finalement ce secteur d'investissement. Bien sûr. Après, on verra effectivement comment ça se répercute sur leur valorisation dans le futur. Le label ISR évolue, donc on est sur la deuxième version, voire troisième, mais en l'occurrence deuxième version du label ISR, plus ambitieux, voire plus drastique, certains disent plus exigeant, plus drastique. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'offre ? Est-ce que vous allez pouvoir proposer moins de fonds, par exemple ? Alors chez Goodvest ou pas que, mais au global. Est-ce que ça suppose de regarder dans le détail chacun des fonds proposés ? Est-ce qu'il y a une crainte de voir effectivement certains fonds ne plus pouvoir être utilisés à des fins ISR ? Comment est-ce que vous regardez ça chez Goodvest ? Alors forcément, cette réforme, on l'attendait depuis un petit moment. Bien sûr, oui. Alors nous, de toute façon, chez Goodvest, on avait un principe, c'était que le label nous mettait la puce à l'oreille, mais on allait toujours au-delà des labels, qui n'étaient pas suffisamment exigeants à notre sens sur le plan écologique. Donc là, cette refonte du label ISR, on l'attendait de vive voix, enfin on l'attendait en tout cas. La grande avancée, c'est quand même l'exclusion des énergies fossiles. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que nous, on exclut déjà chez Goodvest depuis l'origine. Là, pour le coup, l'exclusion des sociétés qui exploitent des hydrocarbures non conventionnels ou du charbon et des sociétés qui développent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage liés aux énergies fossiles, c'est une énorme avancée pour le coup. Donc nous, on va avoir toujours la même logique. On se base sur une méthodologie scientifique. Il ne faut pas oublier que le climat, c'est une affaire de science. Donc on a toujours cette volonté de justement analyser nos investissements au regard typiquement de leur empreinte carbone, de leur alignement avec l'accord de Paris et des exclusions de secteurs néfastes qui, à notre sens, ne sont pas compatibles avec les objectifs climatiques, notamment fixés par l'accord de Paris. On pense notamment, par exemple, aux énergies fossiles. Le GIEC l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, plus aucun projet fossile ne doit sortir si on veut respecter ses objectifs. Sur le sujet offre, on sait que suite à l'évolution du label, aux annonces d'évolution du label ISR, il y a notamment une étude de Morningstar qui est sortie qui disait qu'un certain nombre de fonds allaient potentiellement sortir du scope du label ISR. Est-ce que ça, quand on propose une offre d'investissement socialement responsable, est-ce qu'on se questionne un petit peu sur est-ce qu'on aura suffisamment de choses à proposer demain à nos clients ou pas forcément ? C'est plus de 50% des fonds aujourd'hui labellisés ISR qui ne seraient inéligibles au nouveau référentiel. Alors, à tempérer en fonction des encours, effectivement. C'est 50% des fonds, mais peut-être pas 50% des encours. Exactement. Mais 50% des fonds, c'est beaucoup, effectivement. C'est énorme. Pour le coup, aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait cette étude de Morningstar, il y a l'étude d'Epsor également qui a montré que plus de 50% des fonds labellisés aujourd'hui ne seraient pas éligibles au nouveau référentiel. On se pose ces questions naturellement. Nous, on observe il y a encore des axes d'amélioration, même sur ce nouveau référentiel. Bien sûr. Pour le coup, nous, on se focalise beaucoup sur les plans de transition, sur l'alignement finalement des entreprises avec l'accord de Paris, avec ses objectifs climatiques. Même, on parle beaucoup des énergies fossiles ou autres, mais à notre sens, tous les secteurs doivent transiter. Donc nous, nécessairement, cette refonte, elle va faire l'objet d'une réanalyse de tous nos fonds, et de toute façon, on réanalyse régulièrement tous les 6 mois l'ensemble de notre univers d'investissement pour le mettre à jour. Néanmoins, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Le label, c'est pas le premier critère. Nous, le critère, c'est une méthodologie scientifique. Bien sûr. Oui. Un indicateur qui, à notre sens, est le plus abouti, qui est le CO2 aujourd'hui, pour le moment, pour analyser nos fonds. Donc nécessairement, ça va entraîner une réanalyse, mais ça ne sera pas le seul critère pour revoir notre offre dans sa globalité. Merci beaucoup Mathieu Silva Santos de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous intéresser ensemble aux investissements dans le secteur de l'hôtellerie, dans la grande famille des investissements en immobilier.
l'hôtellerie montre une certaine résistance en ce qui concerne ses performances. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Anna Cohen. Tout d'abord, bonjour Anna Cohen. Bonjour. Vous êtes gérante chez Extendam et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également François-Xavier Legendre. Bonjour François-Xavier Legendre. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez Retores. Alors on va commencer avec vous, Anna Cohen. On avait déjà parlé du sujet donc des investissements dans l'hôtellerie il y a quelques mois, voire quelques années, si je ne dis pas de bêtises. On est début 2024, on est dans un environnement de taux élevés. On entend très régulièrement l'impact que cet environnement de taux élevé a sur les investissements en immobilier au sens large, avec notamment effectivement le résidentiel ou le bureau. L'hôtellerie résiste pour le coup mieux que le reste aujourd'hui, Anna Cohen. Croise les doigts. Pour l'instant. Ouais. En fait, l'hôtellerie, on oublie que c'est quand même, on valorise les hôtels sur un EBITDA, donc j'ai l'impression qu'on a la discussion à chaque fois. Donc évidemment que la chance qu'on a, c'est que l'inflation est répercutée à travers les prix moyens. Donc, on arrive un tout petit peu quand même à stabiliser les effets de l'inflation, en tout cas sur les coûts. Donc sur les taux d'intérêt, ça reste, les effets néfastes restent plus mitigés sur des produits hôteliers. Quand vous dites on valorise effectivement sur un EBITDA, c'est-à-dire qu'on valorise les murs et l'activité économique derrière, et c'est ce qui fait qu'il y a peut-être une meilleure résistance que lorsque l'on va juste regarder la valorisation de l'actif immobilier ? Oui. En fait, on a vu des études, c'est assez intéressant, on a vu des études, en fait, tout part du prix moyen d'un hôtel, et on a vu des études qui ont été faites qui montraient que l'évolution de l'inflation et que le prix moyen évoluait toujours un tout petit peu au-dessus de l'inflation. De l'inflation. D'accord. Ce qui permet aux hôtels d'être assez résistants en termes de valorisation et de pouvoir assumer un coût de la dette un petit peu plus haut. Et puis on swap, on met des caps, des tunnels. Mais ça veut dire globalement que quand on parle d'inflation, ça veut dire que l'activité hôtelière au sens large a cette capacité de faire passer des hausses de prix de manière régulière. On voit des hausses de prix depuis 2022-2023 qui sont des hausses de prix continuelles sur toutes les typologies d'actifs. D'accord. Et dans toutes les régions quasiment. Il y a assez peu de... Donc il n'y a pas de courant aujourd'hui d'hôtels qui marchent et d'autres qui ne marcheraient pas, comme on peut le voir dans le bureau par exemple, où l'emplacement va avoir une incidence plus ou moins grande. Dans l'hôtellerie, non, c'est pas exactement la même chose. De manière générale, on a quand même des hôtels où on a quand même des belles performances. Ouais. Donc ils arrivent tous à augmenter leur prix et globalement ça fonctionne. Ouais, c'est ce qu'il faut comprendre. Tous, je ne sais pas, mais la majorité. Ouais, en tout cas, oui, c'est ce qu'on voit. Et quand on regarde toutes les tendances, ce que MKG publie, on voit quand même qu'il y a une hausse des prix moyens, une stabilité des taux d'occupation, même une hausse sur certaines villes des taux d'occupation qui est là, quoi. On la voit. Donc, François-Xavier Legendre, avec votre vision plus conseiller en gestion de patrimoine, entre autres, et donc potentiellement de recherche des meilleurs investissements ou des meilleures offres d'investissement pour vos clients. Comment est-ce que vous regardez ce secteur hôtelier qui fait figure de résistance finalement aujourd'hui dans le monde immobilier? En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une résistance incroyable juste après le Covid, puisqu'on a vu que finalement l'hôtellerie avait rebondi alors que les bureaux, qu'on évoquait tout à l'heure, n'avaient pas rebondi. Et en fait, on s'est beaucoup interrogé sur ces questions. Et on voit en fait que le monde de l'hôtellerie a changé avec la digitalisation. C'est-à-dire qu'avant l'hôtelier, on en rencontre encore tous les jours, qui sont en train encore de gérer leur taux de remplissage avec un petit cahier à la main. Et puis il y en a d'autres qui utilisent maintenant énormément d'outils, des logiciels qui permettent de remplir les hôtels en permanence. Un hôtel doit être toujours rempli. Donc si on est dans une phase de basse eau quelque part où il y a peu de touristes, il va baisser les prix. Et en période, il peut ajuster comme les JO, ce genre de choses qui arrivent. Ils vont pouvoir majorer leur prix et donc être tout le temps rentables. D'accord. Et on se rend compte que l'hôtel... Donc ils ont plus de levier quelque part, les hôtels ? Est-ce que les clients restent maximum une semaine, contrairement au bureau où les clients sont là sur... C'est pas une semaine, les clients. Ils sont plus autonomes qu'ils n'étaient avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait besoin même de touristes qui arrivaient, qui venaient de l'étranger, donc il fallait qu'ils aient des accords avec les tours opérateurs. Aujourd'hui, avec les systèmes de réservation, ils peuvent dire « je veux me spécialiser sur l'Allemagne » et ils vont avoir des clients allemands qui viennent. Donc le taux de remplissage, en fait, s'est transformé. Puis après, il y a toute une nouvelle histoire, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui était le lifestyle, c'est-à-dire que les gens veulent des hôtels différents. D'accord. Excusez-moi, mais je pense que ça fait quand même longtemps que les hôtels ils sont digitalisés. Le groupe Accor, tout ce qui est service de revenu management, c'est ce que vous décrivez.
je ne connais aucun hôtel qui fait ça à la main. Ça fait 20 ans que Alors en fait, c'est parce que... Une transition digitale des hôtels, c'est ce que vous voulez dire, effectivement, d'utiliser... En fait, je suis en train de vous parler des cibles que chez Retores on cherche. C'est-à-dire qu'on cherche des petits hôtels qui font entre 30 et 50 chambres. Et on est en train de faire des offres sur des hôtels de ce type-là, où là, il y a de la marge, puisqu'en fait, on va transformer. En fait, on achète un fonds de commerce et on le transforme. C'est ce qu'on va offrir à nos clients. On va essayer de leur... Donc des hôtels qui n'ont pas commencé leur transformation, qui l'ont mal faite. D'accord. Qui n'ont pas encore terminé, parce que c'est une population qui est vieillissante. Enfin, on peut parler longtemps, mais il y a des opportunités incroyables. Donc des plus petits hôtels peut-être qui ne dépendent pas de chaînes ou autres. Exactement. Mais le sujet, Anna Cohen, transformation de l'hôtellerie, justement, c'est un vrai sujet parce que François-Xavier Legendre commençait à en parler. On voit, alors dans les centres-villes, je ne connais pas tous les hôtels effectivement en France ou dans le monde, mais dans les centres-villes, des hôtels qui commencent à avoir plusieurs usages. C'est-à-dire qu'on va dormir à l'hôtel, mais on va travailler à l'hôtel. On a des offres de coworking de plus en plus dans certains hôtels. On va déjeuner dans certains hôtels, donc avec des offres de restauration qui ne sont plus que pour les clients de l'hôtel. Est-ce que c'est ça aussi la manière dont il faut analyser le secteur hôtelier en se disant il faut qu'il soit capable de n'être plus qu'un hôtel, mais un lieu de vie, comme le disait François-Xavier Legendre? Alors, je pense qu'on aime tous les lieux de vie, on aime tout ça. Alors, à Paris, dans tous les petits hôtels, ils n'ont pas la capacité d'offrir cette typologie de service. Ensuite, on voit évidemment plein de concepts qui maintenant commencent à être matures, du Mama Shelter, Hoxton, de l'autographe pour Marriott. Enfin, je les passe à peu près tous, les vocaux, où oui, effectivement, il y a de la restauration, il y a des lieux de vie. On peut y travailler, on peut faire plein de choses. En fait, tout l'ensemble est beaucoup plus agréable. Bien sûr. Et fait que les gens ont envie de rester au rez-de-chaussée, en fait. Et donc de créer de la vie dans les hôtels. Je crois qu'on le voit, ça fait un petit moment, et c'était même avant Covid, en fait, on avait quand même une bonne idée que tout ça se dessinait. Mais donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui, quand on parle d'hôtels, quand on parle à des épargnants d'investissement dans les hôtels, on ne parle plus de la même chose qu'il y a 10 ans et qu'il faut intégrer que les hôtels dont on parle aient suivi cette tendance-là. C'est ça, c'est une manière de résister ou pas forcément, ou c'est juste une tendance parmi d'autres dans le secteur hôtelier? Je pense que c'est une tendance En fait, c'est quand on peut le faire et qu'on a des grands espaces et donc sur des choses qui sont peut-être un tout petit peu plus... qui sont à partir du 4 étoiles, oui, on le fait. On a envie de faire des choses qui soient agréables pour le client, sympathiques pour tout, qui tirent les prix moyens, puisque en fait, c'est surtout le but, c'est de tirer les prix moyens. Et on le fait quand on peut le faire, et quand on voit l'émergence de toutes ces enseignes lifestyle, notamment on regarde Ennismore, Accor a fait quand même une branche qui fait que du lifestyle, qui sont pris en gestion. On voit que c'est quand même une tendance très importante et qui permet de valoriser aussi un actif et de renouveler le parc hôtelier de manière générale en France ou en Europe avec une qualité d'actifs un peu supérieure. Je veux dire, c'est pas qu'elle est supérieure par rapport à ce qu'elle était, mais comme le parc une partie du parc est vieillissant, pour avoir toutes des jolies enseignes, on fait des travaux, ça devient beaucoup plus agréable et ça permet d'améliorer le parc hôtelier, entre autres. François-Xavier Legendre, alors vous nous avez parlé effectivement tout à l'heure de la stratégie de Retores, qui m'amène à une question plus épargnant. Quand on veut, en tant qu'épargnant, s'exposer à la thématique investissement hôtelier, on fait ça via des fonds. Comment est-ce qu'on... Je parle d'épargne en particulier. Oui. En fait, on a plusieurs typologies de clients. On a le client classique qui se dit « j'ai envie de faire partie d'un club deal qui peut investir 100 000 euros ». D'accord. Et à ce moment-là, on va pouvoir l'intégrer. Il existe beaucoup d'offres sur le marché, notamment les vôtres, avec Standard, c'est très bien, dans lesquelles on peut donc les amener pour investir avec des rentabilités qui sont quand même assez sympathiques. On peut aller vers des solutions comme nous on monte, c'est-à-dire des opérations précises pour une personne ou deux personnes ou une famille, où là on va acheter un hôtel et on va mettre toutes clés en main. D'accord. Il y a d'autres solutions où on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont besoin, là pour le coup, de réemployer avec le 150 obétaires. Ils ont vendu leur entreprise, ils ont besoin de réemployer une partie des capitaux qu'ils ont. Donc là, on parle d'entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise, effectivement, qui réinvestissent. Ils sont très intéressés de réinvestir dans ce type d'actifs parce que c'est résilient, ça donne un bon rendement, une bonne visibilité. Et alors ces personnes-là, là pour le coup, si je parle spécifiquement, là, on investit via des fonds, parce que devenir hôtelier, ça se reprovise pas quand même pour tout épargnant qui existe ou qui a envie de s'exposer à la thématique hôtellerie. En fait, c'est vraiment du clé en main. C'est-à-dire qu'on achète pour lui. C'est sa holding en fait qui va acheter l'hôtel, et donc on va utiliser des outils, enfin des structures en fait qui vont organiser la gestion de l'hôtel. C'est-à-dire que c'est surtout pas lui qui va se mettre aux commandes.
Donc, ou via des fonds, ou effectivement en investissant dans l'activité d'un autre, si je comprends bien, mais ce n'est pas les mêmes tickets d'entrée. Ce n'est pas du tout les mêmes tickets, puisqu'on est sur des tickets, un hôtel de 40-50 chambres, c'est 10 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est 1-2 personnes, c'est des belles sessions d'entreprise. Donc on a un petit peu toute la palette en fait. Anna Cohen, si on se projette un petit peu sur l'avenir, alors je repars toujours du contexte économique, même s'il a une incidence plus ou moins grande sur toutes les classes d'actifs, et j'ai l'impression que sur l'hôtellerie, effectivement, les incidences ne sont pas forcément les mêmes, mais globalement, on est en début d'année 2024, on ambitionne en tout cas beaucoup d'experts, si ce n'est la totalité de la place financière, s'attend à ce qu'il y ait des baisses de taux pratiquées par les banques centrales cette année. L'inflation devrait effectivement potentiellement continuer à dégonfler, même si effectivement le rythme laisse encore place à débat. Est-ce que cela peut avoir une incidence dans un sens ou dans l'autre pour le secteur de l'hôtellerie ? Nous, on est ravis quand les taux y baissent, un peu pour tout le monde. Je pense que on a quand même fait beaucoup d'investissements, que ce soit de l'hôtellerie ou toute autre classe d'actifs, sur des taux d'intérêt très très bas pendant des années, avec des leviers qui étaient très très hauts. Ça a quand même aidé sur l'hôtellerie. Aujourd'hui, on est de toute évidence... on a toujours été, en tout cas, mais pour trouver les rendements attendus, il faut quand même... On cherche plein d'idées de création de valeur avec différents types de projets qui permettent d'avoir des TRI plus hauts, mais la baisse des taux aidera obligatoirement et naturellement, et on sera content. Enfin, personne ne va avoir des taux d'intérêt. Parce que je veux dire, dans un contexte avec des taux plus élevés et donc potentiellement avec une baisse des valorisations juste de l'immobilier, ça suffit pas à aller chercher les rendements qu'on veut servir pour les années futures. Moi, je trouve que, j'ai pas l'impression, en tout cas, que les prix de l'immobilier ou de l'hôtellerie en général est tellement baissé. On a vu pendant le Covid, on a fait un petit peu... les soldes, c'est un grand mot, mais il y avait un petit peu de discount du 9%. C'est pas non plus le bout du monde. Et puis, ça a bien repris. Et aujourd'hui, moi, j'arrive pas à voir des vraies baisses de valeur à cause de la montée des taux d'intérêt. À suivre, donc. Il faut bien négocier. D'autres moyens de création de valeur et de structuration aussi. François-Xavier Legendre, pour finir. Complètement ce point de vue, c'est-à-dire que les investisseurs se sont rendus compte que c'était une classe d'actifs résiliente. À partir de ce moment-là, ils veulent tous l'acheter. Autant sur les bureaux, c'était plus compliqué, mais là, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu qu'il y avait eu des PGE, que le gouvernement avait aidé. Donc finalement, il n'y a pas eu de faillite hôtelière particulière. En tout cas, s'il y en a eu, c'est celle qui devait de toutes les manières avoir lieu, quoi. Il n'y a pas eu d'incidence supplémentaire, que ce soit en lien avec le Covid ou la hausse des taux. Les hôtels ont été soutenus par les PGE, et ceux qui n'avaient pas les moyens d'être soutenus, c'est parce qu'ils n'avaient pas des bilans assez solides, et donc ils n'étaient déjà pas très bien financièrement avant. Merci beaucoup Anna Cohen, gérante chez Extendam. Merci François-Xavier Legendre, associé chez Retores. Merci à vous deux. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir, l'œil du CGP, donc dans Smart Patrimoine, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Benjamin Mani. Bonjour Benjamin Mani. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, associé et directeur du développement de la financière d'Orion. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de l'évolution du label ISR. Nous l'avons découvert donc en décembre. Il est en application depuis le 1er mars. On parle de 1200 fonds labellisés, soit à peu près 800 milliards d'euros de capitalisation. Quand on parle du nouveau label ISR, on parle de quoi concrètement, Benjamin Mani ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est faire de l'ISR ? Parce qu'il y a toujours des acronymes qui se mélangent. Bien sûr, l'ISR, la RSE, l'ESG, et on ne sait pas très bien, souvent les clients se perdent. Faire de l'investissement socialement responsable, c'est juger de la responsabilité sociale d'une entreprise. Donc RSE, je l'évalue selon 3 piliers. Environnement, social, gouvernance. Fameux ESG, d'accord. Fameux ESG. Et donc ce fameux triptyque ESG me permet d'évaluer la RSE d'une entreprise. Et donc si je fais rentrer ce critère en compte dans mon scénario d'investissement, alors je fais de l'investissement socialement responsable. Voilà ce que je fais quand je fais de l'ISR. Maintenant, le label, il est là pour attester de ce processus. D'accord. Le label, c'est un process. Qu'est-ce que je fais quand je demande le label ISR ? Qu'est-ce que ça veut dire dans mes fonds ? C'est-à-dire que je respecte un process qui est je pratique l'exclusion, donc je réduis mon univers d'investissement. 2, j'applique ces piliers E, S et G, donc je fais une analyse extra-financière de mes entreprises. Donc
j'ajoute en fait des restrictions, pas seulement financières, mais extra-financières. Ensuite, je contrôle mon risque, c'est-à-dire que toutes ces restrictions que j'ai mises de manière extra-financière, je vérifie qu'elles sont totalement en accord avec ce que j'ai fixé, et sinon, je peux, le cas échéant, les sortir de mes fonds. Je suis un actionnaire responsable, c'est-à-dire que j'ai le droit de vote, donc je vote et j'engage avec les entreprises. D'accord. Et enfin, je reporte, c'est-à-dire que je dis ce que je fais et je donne au client final à quel point mon fonds respecte et comment le label ISR. Le label ISR évolue. Les principaux changements qu'il faut avoir en tête lorsqu'on doit proposer des fonds labellisés à ses clients? Le principal changement, il est sur l'exclusion. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on devait réduire de 20% notre univers, il passe à 30%. D'accord. Et surtout, on enlève le secteur des énergies fossiles. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'exploration, c'est terminé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on ne peut plus avoir Total dans le label ISR. Et ça, c'était très controversé parce que bien sûr, ouais. Avant, le label ISR, c'était un grand mélange et personne n'était content. C'est-à-dire que vous aviez les investisseurs puristes qui voulaient vraiment un investissement socialement responsable. Ils trouvaient que c'était pas assez. Ils ne comprenaient pas pourquoi Total était dans leur fonds. Et vous aviez les gens pour lesquels c'était moins important et qui voulaient aller beaucoup plus loin dans leurs investissements. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus pur sur le label qui va satisfaire les gens qui sont vraiment concernés par le sujet, et vous aurez des fonds, entre guillemets, plus conventionnels, qui continuera à mettre des valeurs de prospection dans leur fonds. Je reprends vos mots, un label donc ISR plus pur. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'épargnant final qui veut mettre en place une stratégie ISR? L'épargnant final, quand il est convaincu, vraiment, souvent il est prêt à abandonner une partie de la rentabilité. Mais de toute façon, pour moi, ce n'est pas la question. L'ISR, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on respecte l'environnement, le social et la gouvernance. Le réchauffement climatique, pour parler de lui, c'est pas des gens qui s'opposent, ceux qui y croient versus ceux qui y croient pas. C'est un fait scientifique, rapport après rapport du GIEC, donc c'est un événement sûr et certain. Donc le fait que depuis 2 ans, parce qu'il y a eu des événements forts de conflits en Europe qui ont fait que ce qui a fonctionné, grosso modo, c'était quoi? Les énergies et les armes. Là, vous mentionnez les performances qui ont eu du mal sur justement les sujets ISR. Oui. Voilà. Mais ça, c'est sur ces 2 dernières années. Mais sur le long terme, vu que c'est un événement certain, le réchauffement, bien sûr que ça va fonctionner. J'en suis convaincu. D'ailleurs, si vous regardez beaucoup plus long, et c'est ce qu'il faut faire quand on est dans un investissement action, on est sur le long terme, vous regardez que les fonds qui sont bien notés, les valeurs bien notées en ISR, ont des performances bien supérieures aux fonds classiques. Merci beaucoup, Benjamin Magny, de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP, donc sur Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé et directeur du développement de la financière d'Orion. Merci beaucoup. Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.